Vous voyez, les rouges-gorges, toujours fidèles au poste. C'est un peu comme, c'est un peu comme nos chiens de compagnie, hein, sont toujours très fidèles. Bah là, mon petit rouge-gorge, là, il est toujours très fidèle. Voilà, voilà, je vous ai laissé patienter un petit peu parce que les jours se rallongent. Alors, je travaille au jardin, donc vous voyez, il y en a, ils m'aiment bien avec mon chapeau. Voilà, ben là. Voilà, voilà, on est déjà un bon petit groupe. Bonsoir Johan, bonsoir Baptiste, bonsoir Raymond, bonsoir Jean-Marc, bonsoir Eric, bonsoir Jean-Paul, bonsoir Hélène, bonsoir Camille, bonsoir Gisèle, bonsoir Stéphano. Voilà, j'espère que ce live se passe bien parce que j'ai l'impression que mon internet est un peu lent, mais voilà, on verra bien. Donc bonsoir Stéphano, bonsoir Raphaël, bonsoir Norbert. Merci. Je voulais déjà d'abord tous vous remercier de votre présence déjà, de votre participation, votre écoute à ces différents lives, hein. Ils ont l'air d'avoir de plus en plus de succès. Et ça me fait un grand plaisir aussi de tous vos soutiens, de tous vos, vos témoignages, vos encouragements aussi. Ça me fait un grand plaisir. Et on va dire, ça me fait rebondir sur un sujet. Souvent, on me demande, euh, ah oui, là, quand tu as fait ça, qu'est-ce que ça a donné, ou là, ou quand on fait une expérience. Et c'est pour ça que je disais la fois passée aussi, il faut mieux pas trop mettre toutes les expériences que vous mettez en place, pas mettre toutes les photos, parce que déjà, si vous avez un peu d'expérience vous-même dans votre jardin, vous verrez bien que une fois sur deux, vous avez des imprévus. Par exemple, ça peut être votre petite fille de 2 ans qui renverse la cagette de plants, ou ça peut être le chien qui va se coucher dans vos plants, ça peut être la grêle qui fait que votre expérience, elle est ratée. Donc, ça peut être tellement de choses, et ça surtout quand on fait du jardinage ou de l'agriculture. Il y a tellement d'aléas climatiques du temps et humains aussi, hein. Ça peut être un mauvais réglage de la machine qui fait que la moitié du champ est à ressemer ou à replanter. Ça peut être tellement de choses. Donc, ce que je conseille, c'est d'être très prudent quand on fait, euh, quand on va annoncer des essais, parce que il vaut mieux les faire, prendre des photos, tout suivre. Et si à la fin on arrive jusqu'au bout de l'aventure, on va dire, alors on publie ou on partage, mais sinon on remplit des pages pour rien, hein. Un exemple, hein, mon tout premier essai d'électroculture, je viens d'y penser là. Mon tout premier essai, si on peut considérer ça vraiment, ouais, électroculture. Donc ça, c'était dans le temps, c'était en 2003, je pense. J'habitais en appartement et mais j'avais vraiment besoin vital, on va dire, de m'occuper de jardin. Parce que j'ai toujours vécu à la campagne et tout. Déjà vivre en appartement, pour moi, c'était une torture. Mais voilà, c'était pas trop mon truc. Mais donc, et à un moment donné, il y avait une dame âgée, notre cercle de connaissances, qui avait un jardin, qui avait besoin d'aide, et je pouvais m'occuper de son jardin. Alors j'ai commencé à faire des expériences en cachette, on va dire. Et donc là, je me suis occupé de son jardin pour le plaisir. Vraiment pour le plaisir, hein. Je ne sais même pas s'il me payait ou pas, mais c'était pas important ça, mais c'était vraiment pour le plaisir de faire le jardin. Et, euh, et alors j'avais enterré quelques petits fils de fer galvanisé.
mais des petits fils, hein, c'était même pas des gros, vraiment les tout petits, tout fins, un peu comme... ah, je l'ai plus là, mais comme j'avais montré la semaine passée, hein, des tout petits fins. Et j'avais relié un petit aimant néodyme. C'était un néodyme dans ce temps-là, mais maintenant j'utilise des ferrites, des aimants ferrites. C'est moins puissant, mais je pense, même bien plus efficace. Mais j'avais fait juste sur 1 mètre carré. On va dire sur 1 mètre carré, j'avais mis deux petits fils reliés ensemble vers l'aimant et reliés à l'aimant. Et j'avais planté des oignons. Et après, j'avais fait une petite partie avec, on va dire, une petite partie sans. Et alors, c'était dans l'Ain, c'était à Châtillon-sur-Chalaronne. Pour ceux qui connaissent, c'est un très très beau village en France, dans l'Ain, dans le pays des Dombes. Et c'était un très très beau village, hein, où j'ai habité là quelques années. Et après vient le temps de la récolte. Je récolte ces oignons. Et je remarque qu'ils sont quasiment, on va dire qu'ils sont 2 fois plus gros. Donc, il y avait vraiment le double de récolte par rapport aux témoins. Et alors, je range bien ça dans des cagettes où c'était sur ma terrasse de l'appartement. J'avais amené ça à la maison, on va dire. Et alors, ma compagne de ce temps-là, elle a cru bien faire. Elle a tout rangé, tout ensemble. Donc, tous les oignons, les petits, du témoin. Donc, j'étais vraiment au bout de pouvoir présenter des résultats, de mesurer les résultats. Et là, elle a mis tout ensemble et hop. Et vous voyez tout ce qui peut se passer. Donc, vous pouvez faire votre expérience jusqu'au bout très bien, mais même tout à la fin, il peut se passer quelque chose que vous n'avez même pas les mesures de vos résultats. Vous voyez? Donc, il peut se passer tellement de choses. Mais donc, du coup, j'étais pas fâché sur elle non plus parce que elle voulait juste ranger, mais elle savait pas ce que j'étais en train de faire. Je racontais pas non plus toujours tout ce que je faisais. Et ça me fait penser un peu à ma fille aujourd'hui. Elle fait aussi sa petite vie comme ça et elle me raconte pas tout non plus. Et elle a 4 ans aujourd'hui, donc c'est quand même rigolo comment la vie se répète et comment les enfants apprennent de nous par mimique surtout, hein, plus que par nos paroles. C'est vraiment rigolo. Mais donc du coup, c'est une petite expérience comme ça, hein, une petite anecdote, mais qui montre bien tous les aléas qui peuvent se passer, hein. Et je peux vous dire qu'au fil des années, j'en ai fait des petites expériences comme ça, hein. J'en ai fait tous les ans, j'en fais, et tous les ans, il y en a une série qui donne rien, on va dire. Pourquoi? Ça peut être à cause de ces aléas, hein, à cause de le chien qui va se coucher dans les semis ou ça peut être de tout, ou ça peut être, ça peut être tellement de choses. Et après, il y en a qui donnent des bons résultats. Voilà. Et il y en a, on n'a pas forcément fait les mesures ou fait le suivi correctement. Parfois, on a mis euh, une petite, un petit papier ou une petite pancarte ou une petite indication pour distinguer les semis. Et après, on a par exemple nos enfants qui passent et qui jouent avec les explications et du coup, on ne sait plus quoi est quoi. Hein, c'est un exemple, hein, qui m'est arrivé souvent depuis que j'ai des enfants. Mais maintenant, voilà, je me fâche pas pour ça parce que je trouve que c'est plus important que nos enfants s'occupent du jardin et s'y intéressent et plantent et participent, même si ça arrache un peu des plantes parfois, mais c'est tellement important pour eux, hein, et pour nous, et c'est de rester en contact avec la nature, avec les plantes, de qu'est-ce qu'est la vie. Et ouais, je trouve que c'est très important au-delà de nos petites expériences, on va dire. Voilà, voilà. Et on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos enfants, hein. Ça, c'est sûr, sûr. Ah.
Ça, tous ceux qui ont des enfants, ils, ils partageront cet avis, je suppose, hein. Donc, qui est encore arrivé? Donc, bonsoir Stéphano, bonsoir Jean-Marc. Peut-être qu'il y en a que je me répète, hein. Bonsoir Richard, bonsoir Richard. Bonsoir Fabrice, bonsoir Andrea, bonsoir Ascoual, bonsoir Michael. Voilà, donc là, on est déjà 28, hein, vous voyez. Donc, je suis, pour vous sachiez, je suis né le 28 mai. Ah, maintenant, voilà, 30. Bonsoir Pascal Dumas. Donc là, on a déjà un bon petit groupe, hein. Bonsoir Cindy. Donc, on a vraiment... Je reçois des contacts du monde entier, hein, pour vous dire, pendant que d'autres nous rejoignent. Pour vous dire, j'ai eu certains stages où j'ai même eu une personne qui est venue spécialement des îles Marquises. Vous imaginez les îles Marquises? Donc, on ne peut pas aller plus loin, hein. Donc, là, par exemple, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, il y aura quelqu'un qui viendrait du Japon, hein. Et donc, ça nous amène au sujet du Japon. Et donc là, je vous dis ça aussi parce qu'en France, souvent, on a un peu la tendance, après, ben, moi je suis belge, je suis étranger, hein, quelque part, mais en France, on a souvent la tendance à penser que le monde tourne autour de la France. Et ça, il faut vraiment sortir de cet état d'esprit, hein. La France, dans le monde, il est tout petit, hein. Vous voyez l'écran là, tout l'écran là, et vous voyez mon œil là, bah ça c'est la taille de la France dans le monde. Hein. Ah, pour vous dire, et la Belgique, ah ben là, ben, ça se voit même pas. Vous voyez, c'est peut-être une petite tache de rousseur là quelque part là. Ça c'est la Belgique dans le monde entier. Donc vous voyez, ça nous apprend un peu beaucoup de modestie. Il faut s'adapter un peu à notre monde. Et par rapport à l'électroculture, il faut être bien conscient que naturellement, il y a eu énormément de choses qui s'est fait dans l'histoire en France. Quand on voit, ben, naturellement, nous, on parle français, donc on va chercher des informations en français, donc on va tomber sur les informations en français. Mais dès que vous commencez à chercher dans d'autres langues, par exemple en russe, en chinois, en après, il y a plein d'autres langues, même en néerlandais, en allemand, ou en roumain, ben, vous allez trouver, ou en anglais aussi, hein, naturellement, ben, vous allez trouver plein d'informations. Il y a aussi eu plein de techniques d'électroculture dans ces autres contrées du monde. Et par exemple, par rapport au Japon, au fil des années, je vous en parle parce que comme il y a une dame du Japon qui va venir me voir, ça me rappelle ce sujet. Mais donc au fil des années, j'ai pu avoir quelques contacts avec le Japon. Et, euh, et donc il y a eu quelques techniques là très intéressantes. Par exemple, mais me demandez pas les références. J'ai lu ça quelque part ou j'ai reçu ces informations quelque part. Pour les références, il faudrait vraiment que je cherche. Mais s'il y en a entre vous qui ont des connaissances au Japon, n'hésitez pas à chercher. Et si vous trouvez les références de ce que je vais vous raconter là, ben, n'hésitez pas à partager, à me les envoyer. Donc, il y a une technique japonaise, mais peut-être d'ailleurs en Asie aussi. C'est dans les forêts, une technique d'électroculture où ils vont envoyer des décharges électriques, un peu comme les éclairs. Vous voyez un peu, donc des décharges électriques. Je fais comme ça, comme vous voyez là. Hop, 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 Zoro. Vous voyez, c'est un peu comme des éclairs, hein. Je disais ça déjà dans le mouvement Gilet jaune, hein. Le point faible de l'État, c'est l'électricité, hein. Et Zoro,
quand vous regardez le générique de Zorro, il avait tout compris. Vous voyez des nuages avec des éclairs. Vous voyez, ben nous, dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est quelque part, avec l'électroculture, on est les Zorro de l'agriculture. Hein. On apporte un peu plus de justice, d'indépendance, de liberté avec des techniques d'électroculture qui permettent de nous débarrasser de tout ce qui est ou de nous affranchir de tout ce qui est fertilisant, pesticides et tout ce beans, comme on allait dire. Mais voilà, pour revenir à Zorro, non. Ah oui, j'ai pensé. Ah, ça me fait rebondir sur plein de choses, mais tout à l'heure, j'ai eu une réflexion. On m'a demandé d'expliquer les travaux de Luigi Higuina. Et là, je parlais de Zorro. Et je parlais, par exemple, des gilets jaunes. Bah, c'est quand même marrant, parce que les gilets jaunes, c'est le jaune contre le bleu quelque part. Quand ils font des manifestations, vous avez les bleus, donc la police, tout ça, et le jaune, les gilets jaunes. Et après, les deux ensemble, quand vous mélangez ces deux couleurs, vous avez quoi? Le vert. Et nous, on est dans le vert. Nous, on fait du vert. Et ça, c'est très marrant parce que Luigi Higuina, c'est quoi? Ben, c'est les énergies du Soleil, du cosmos qui représentent par le jaune, et les énergies de la Terre. Donc la Terre, c'est la planète bleue, comme on dit, mais vue du cosmos, et donc l'énergie de la Terre qui est représentée par le bleu. Et toute la vie sur Terre pour lui, et toute la matière, tout est quelque part un équilibre et un assemblage de ces énergies jaunes et bleues, on va dire. Hein. Et après, il explique ça plus en détail avec les spirales, les énergies. Mais vous avez des Italiens comme Andrea et d'autres qui pourront peut-être mieux expliquer ça que moi. Mais le principe est très intéressant et l'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement Gilets jaunes est assez rigolo, je dois dire. Et donc, et c'est marrant parce que au début, j'étais aussi très dans le mouvement Gilets jaunes et maintenant, je suis dans le vert, dans l'électroculture. Hein. Je trouve que c'est très important de faire des choses constructives. Hein. Bah, Michael Chen, par exemple, a des très bons, un très beau projet là de développer des jardins communautaires. Et ce qu'il me disait, et ce que je vais vous partager là, je trouve très intéressant, c'est que donc son idée, il peut me corriger s'il veut. Hein, je vais essayer de faire le plus simple possible, mais c'est de trouver des terrains partout en France et après trouver les personnes pour s'en occuper. Donc trouver des terrains et après les personnes qui vont s'occuper de faire le potager, partager et de se regrouper ensemble pour cultiver les terrains. Hein. Et il me disait, ben, tu ne penserais pas, mais ce qui est le plus difficile, c'est pas de trouver le terrain, c'est de trouver les personnes pour s'en occuper. Hein, donc vous voyez, c'est vraiment paradoxal parce que souvent on entend les gens se plaindre, ah, j'aimerais bien un bout de jardin, un bout de... Ben, vous voyez, un bout de jardin, si vous demandez un peu à droite à gauche, vous trouvez. C'est vraiment pas difficile à trouver. Il y a plein de gens qui ont un bout de terrain quelque part ou même autour de leur maison qui s'en occupent pas et qui seraient très heureux que vous en occupez et que vous partagez quelques salades ou quelques légumes que vous cultivez dans ce jardin. Ça, je peux témoigner. Déjà, comme adolescent, j'ai aussi beaucoup, j'ai aussi travaillé dans des jardins, souvent aussi chez des personnes âgées, justement, et ils étaient très contents d'avoir de la compagnie et qu'on s'occupait de leur jardin. Et je peux vous dire que ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, bonsoir Isabelle, bonsoir Yann. Bonsoir Cindy, ouais, bonsoir Valouis, hein, Evelyne, je pense que j'ai pas encore vu. Bonsoir Maya, bonsoir Emilien,
Euh, Norbert demande, est-ce que je pourrais faire une petite vidéo sur les aimants et le cuivre sur les ruches d'abeilles? Oui, oui, je vais en refaire. Ouais, ça c'est quelque chose que je vais refaire. Bonsoir Moana. Bonsoir Sébastien. Ah ben, il y en a, ils discutent si je suis Gémeaux ou Taureau, etc. Hein, intéressant. Bah moi, après, moi, j'y connais rien en astrologie, mais je suis du 28 mai 1976, pour ceux que ça intéresse. Et, euh, et donc, je suis bah, dans l'astrologie classique, on va dire, Gémeaux. Euh, mais ça m'intéresse si vous avez des informations. Je lis qu'il y en a qui s'intéressent à d'autres formes d'astrologie sidérale et alors je serai taureau. C'est intéressant. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'ils en disent là-dedans. Donc, bonsoir Andrea, qu'est-ce qu'il dit électroculture? Ouais, donc il y a beaucoup de différents termes, hein. Donc, oui, en d'autres langues, si vous cherchez électroculture en d'autres langues, naturellement, il faut traduire. Par exemple, en néerlandais, c'est électroculture, donc c'est comme en français. Même en russe, c'est quasiment pareil, électroculture. Donc et en allemand, pareil. En italien, c'est quasiment pareil, electrocultura. En Espagne, j'ai quasiment rien trouvé sur l'électroculture. C'est electrocultura aussi ou quelque chose comme ça. Hein, donc, mais on trouve dans le monde entier des choses qui relatent à l'électroculture. Euh, Bonsoir Dragan, Markov, bonsoir Camille. Bah, Camille, elle s'occupe de la communication animale ou la communication intuitive avec les animaux et la communication télépathique avec les animaux. Et là, je voudrais vous raconter une petite anecdote parce que souvent, c'est des problèmes. On a souvent des problèmes dans le jardin avec les animaux. Ça peut être des taupes, ça peut être des mulots, ça peut être des fourmis, ça peut être. Bah, j'ai encore entendu une anecdote d'un ami qui est passé cette semaine et il me dit, Yannick, on avait une fourmilière, mais qui n'était pas à la bonne place. Ça faisait un gros tas. Et alors, il a demandé aux fourmis, il a dit, voilà, déplacez-vous de là parce que vous ne pouvez pas rester là. Hein. Alors, les fourmis, mais tout de suite après, ils ont commencé à déménager, à faire un tas à, à 1 mètre de là, on va dire, vraiment à côté, on va dire. Hein. Mais ce n'était pas le bon endroit non plus. Et alors, il leur a dit, non, ça, c'est pas le bon endroit non plus. Il faut vous déplacer vraiment de là. Il faut aller au-delà de la clôture. Hein, il faut aller. Et après, ils sont partis. Voilà. Et en quelques jours. Hein. Donc, c'est une anecdote vraiment qui paraît magique, hein, mais il suffit de demander, comme on dit. Hein, je me rappelle quand j'étais étudiant dans la haute école et l'université, il y avait un professeur, c'est le professeur de zoologie, il disait, si vous avez des questions, il suffit de demander. C'est n'importe quoi dans la vie, il suffit de demander et vous serez étonné combien de fois les gens vous disent oui ou vous répondent vraiment. Et ce qu'il y avait, c'est que souvent mes collègues étudiants, ils n'osaient pas demander, alors ils demandaient à moi, et c'est moi qui allais demander au prof. Vous voyez, pas parce que moi je parlais au prof comme je parlais à vous, hein. Je parlais avec eux comme avec Monsieur Tout le Monde, avec le respect naturellement et la politesse, mais j'avais pas peur de demander. J'avais pas peur de sécher les cours non plus, je dois dire. Mais c'est pour dire, il suffit de demander. Et aux animaux, pareil, il suffit de demander. Après, ils ont le droit de répondre oui ou non, hein, ou ils ont aussi leur vie. Mais vous pouvez être sûr et certain qu'ils vous ont entendu. Les animaux, je pense que c'est quasiment télépathique. Hein. Ils savent tout ce que vous pensez déjà. Hein.
hein, dites-vous bien ça, c'est qu'ils savent déjà tout ce que vous pensez, mais il faut quand même leur dire ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez, et après, ben, après vous arrangez, hein. Mais après, ce qui n'est pas facile, et c'est ça que j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui font de la communication avec les animaux, c'est d'entendre leur message, c'est de rouvrir nos sens, on va dire, à écouter, à être perceptif à leur message, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous dire, hein. Mais c'est quelque chose qui se développe très fortement, hein. Donc la communication animale, il y a des stages qui se font à ce sujet. Un jour, j'ai lu un article tout simple d'un magazine alternatif et il disait, c'était juste une page l'article, et il disait, il faut communiquer avec les émotions et avec la visualisation. Donc, dans ce temps-là, j'avais deux chats. Et les deux chats, tous les deux, quand ils mangeaient leurs croquettes, ils en mettaient de partout. C'était vraiment comme des cochons, on va dire, hein. Ils en mettaient vraiment tout autour. Il y avait des croquettes de partout. Ils mangeaient ces croquettes, ils en mettaient de partout. Et les deux chats, pareil. Et, et alors, un jour, j'avais lu cet article et je me suis dit, je vais une fois appliquer ça, essayer. Voilà. Et j'ai visualisé le chat, j'ai visualisé les croquettes, donc sa gamelle et les croquettes autour, et moi fâché. Il faut communiquer par les émotions. Alors, les émotions, les images et ouais, la visualisation. Et donc, après, j'ai visualisé le chat de nouveau, la gamelle, mais là, tout propre. Donc, que les croquettes restent dans la gamelle. Et là, j'ai visualisé, j'ai transmis l'émotion que je suis heureux, que je suis content, que je suis vraiment satisfait, heureux. Et je pars du principe que les animaux de compagnie, ils veulent toujours nous faire plaisir, un peu comme nos enfants, pareil. Ils veulent souvent nous faire plaisir, ils sont pas là pour nous emmerder la vie, on va dire, hein. Ils veulent nous faire plaisir ou nous aider. Et donc, je peux vous dire, du jour au lendemain, le soir même, le chat ne mettait plus de croquettes à côté de sa gamelle. C'est resté tout propre. J'étais vraiment impressionné, hein. C'était vraiment là, je me suis dit, c'est si simple, on n'a jamais appris ça à l'école. C'est des choses qui peuvent vraiment aider dans la vie, d'apprendre à communiquer avec les animaux et avec les humains, pareil, hein, quelque part. Et, et alors, le deuxième chat, j'ai fait pareil le lendemain. Et pareil, il mettait aussi plus de croquettes à côté. Après, ça a duré environ une semaine. Et après, j'ai dû refaire, hein. Mais vous pouvez comme ça communiquer. Je peux vous raconter plein d'expériences comme ça. Il y a des livres entiers sur ce genre d'expériences, hein, sur la communication animale. Et il y a des spécialistes ou des gens qui en font leur profession aussi, hein, comme Camille, il y en a qui sont très connus, comme Laila Del Monte aussi, ou comme une dame en Suisse, mais je ne trouve plus son nom, mais Camille pourra peut-être le mettre dans les commentaires si elle est là. Donc il y a vraiment, c'est vraiment très intéressant. Donc bonsoir. Ah oui, voilà, il y a Eric Mazurier a mis le lien de Laila Del Monte. J'aime bien l'approche de Laila. Bonsoir Martha aussi. Bonsoir Roland, oui. Voilà. Donc là, on est déjà un bon petit groupe, 33. Maintenant, je vais revenir à ma discussion de tout à l'heure. C'est par rapport au Japon. Donc, je vais vous raconter quelques techniques qui sont utilisées au Japon. Ici, pas à grande échelle, hein, je pense pas. C'est un peu comme ici l'électroculture, donc c'est pas très connu non plus, hein. Mais c'est très intéressant. Les Japonais ont une approche, ont une vision de la vie un peu différente que la nôtre, hein. Ici, on est dans l'Occident, très rationnel, très cartésien en France.
Le Japon, il y a aussi un côté très rationnel, très cartésien, très technique, mais aussi très en lien avec la nature hein, au Japon. Très, très en lien avec les esprits de la nature aussi. Hein. Un jour, j'avais un participant au stage qui était entre les deux cultures. Je pense que son père était japonais, sa mère française. Et quand il demandait à son grand-père japonais ou français qu'est-ce qu'il pense d'un arbre, bah, pour le japonais, c'était avant tout un ancêtre. Et pour le français, c'était avant tout des stères de bois pour chauffer. Ah, vous voyez, donc euh, ben, ça crée une toute autre dynamique dans la vie si on voit que du bois pour chauffer ou si on voit des ancêtres autour de soi. Hein. Hein, donc, quand on se balade en forêt. Hein. Donc, je pense qu'il faut retourner un peu à ce côté asiatique, à ce côté de voir que tout est lié, que tout est énergie et que tout est esprit aussi. Hein. On est tous des esprits en lien. Ça n'empêche pas qu'on peut être cartésien, ça n'empêche pas qu'on peut aussi se chauffer au bois. Hein. Voilà. Et dans le jardin, pareil, hein, la salade qu'on cultive est aussi un esprit, est aussi un être vivant avec ses propres souhaits, volontés, sensations, émotions, pensées peut-être, euh, et qui nous fait plaisir quelque part en nous donnant de la bonne nourriture. Tout est en lien. Hein. Donc, c'est très important de retrouver ce lien sacré, hein, ce lien spirituel, hein, donc spirit, hein, voilà. Je vais vous dire, santé, hein, un bon vin d'Alsace. Ouais, là c'est un peu pour rigoler, mais euh, pourquoi je parle de ce vin, c'est que déjà en électroculture, c'est bien d'utiliser toutes les techniques d'électroculture pour améliorer la croissance de ces plantes, mais il faut naturellement en premier s'adapter à son propre terrain. Hein. Si on a un terrain lourd, argileux, ben, il y aura des plantes qui s'y plaiseront et d'autres pas. Il faut d'abord s'adapter au terrain et après on pourra encore améliorer les résultats avec l'électroculture, mais il n'est pas question, ou c'est pas le but, dans mon sens, d'aller utiliser des techniques d'électroculture pour essayer de cultiver des bananiers en montagne, dans les Vosges, par exemple. Vous voyez, chaque plante a ses besoins, et même si là, je vais essayer de faire des figues chez moi, là, même si c'est vraiment pas le climat. Hein, mais naturellement, avec cette technique, ça permet d'augmenter la résistance au stress, donc au froid, ou à l'excès d'humidité, ou au gel, ou des choses comme ça. Mais quand même, dans l'idéal, il faut quand même s'adapter au milieu. Hein. Et c'est même au niveau national, au niveau des pays, au niveau des peuples, c'est comme ça. Hein. J'ai entendu une histoire que je trouvais un peu, c'est un peu hors sujet, mais quand même, c'est tout ce qui est en petit, en grand et en grand en petit, hein, c'est pareil. C'est une famille de viticulteurs de génération en génération en Alsace, et vous avez la fille euh, qui se met avec un Malien musulman. Et alors, ils se font des fêtes de famille. Et ils n'auraient pas le droit de chanter des chants de Noël et de boire de l'alcool. Ils sont viticulteurs et ils sont en Alsace. Vous imaginez? À un moment donné, hein, on n'est pas là pour cultiver des dates et il faut s'adapter. Hein. Si le Malien, la culture locale ne l'intéresse pas, il faut qu'il trouve ailleurs ou qu'il s'enferme dans un cloître spécial pour lui. Mais mais j'ai rien contre, mais c'est un peu comme si un Esquimau, il viendrait là en Alsace ou ailleurs en France et il dirait, ben là, on va faire un élevage de phoques
et on va refroidir ce lac. Il faut qu'il y ait de la glace dessus parce que pour les phoques, il faut de la glace. Il faut arrêter. Il faut, à un moment donné, il faut s'adapter au terrain, il faut s'adapter à la culture, aux familles. Mais moi, quand je suis venu en Alsace, bah, je me suis aussi, comme Belge, après, la culture est un peu proche quand même, mais, mais chaque coin de France a sa propre culture quelque part. Et on s'adapte et on respecte les différentes cultures, mais on est quand même à la maison. Donc, il faut quand même bah, fêter les fêtes de la culture de la maison, on va dire, les habitudes. Euh, chacun a sa maison, a son pays, a ses cultures et chacun vit bien où il a envie de vivre. Hein. Voilà, et on partage et on se respecte. Voilà. Et donc, ben moi, j'aime bien la culture alsacienne et la culture française. Et je vous dis santé avec un bon petit verre de vin. Bon. Voilà, voilà. Maintenant, pour revenir au Japon. Voilà, parce qu'après, je vais revenir à l'histoire de la culture, mais là, je vais d'un sujet à l'autre. Donc, au Japon. Donc, il y avait une technique où il faisait des décharges électriques, hein, donc Zoro, dans la terre, dans la forêt. Et après, ils ont remarqué que le lendemain, ils avaient 2 fois plus de champignons. Ils récoltaient 2 fois plus de champignons. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. Et donc, c'est imiter l'orage quelque part. Hein. Donc, ils vont faire des décharges électriques. Et faire des décharges électriques, c'est pas difficile. Vous prenez un électrificateur de clôture, par exemple, et vous, bah, quand le fil touche une plante ou la terre, bah, ça fait une décharge. Et ça émet un tas de fréquences. Ça émet un large spectre de fréquences. Vous l'entendez même dans les téléphones filaires. Vous entendez pchit, pchit, pchit. À chaque fois que vous avez une décharge, pchit, ça fait du brouillard électromagnétique et qui est très bénéfique pour les plantes. Hein, ça fait pousser les plantes. Mais il y a un mais, c'est que l'armée, ils n'aiment pas ça. L'armée, dans leur communication, on va dire, autour des lois, autour de tout ce qui est rayonnement, utilisation de bornes de fréquence est très réglementé et officiellement, on n'aurait pas trop le droit. Mais voilà, c'est des décharges électriques de l'électrificateur de clôture. Hein, les agriculteurs, ils peuvent bien utiliser, c'est aux normes. Hein. On peut rien y faire. Donc voilà. Donc, mais ça fonctionnerait donc, hein, ou ce principe-là, pour stimuler la culture de champignons. Très intéressant ça. Après, une autre technique japonaise que j'ai appris, c'est donc ça, c'était une fois une dame qui m'a contacté et qui était avocate et qui travaillait pour un client.